Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série de podcasts qui interroge des acteurs des établissements du supérieur et de la recherche. Emmanuel Caillot, directeur du département stratégie du CNAM et universitaire curieux de tout, est parti à la rencontre de Mathieu Gentil, responsable des services pédagogiques du même établissement. Documentaliste audiovisuel, chef d'entreprise ou encore enseignant-chercheur, découvrez le parcours de cet anthropologue et manager qui, depuis 2022, doit constamment innover pour rendre l'offre de formation du CNAM attractive. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, Mathieu, responsable des services pédagogiques dans l'EPN Stratégie du CNAM. Quel a été ton parcours ? Tortueux. J'ai soutenu en 2008 un doctorat d'anthropologie à Paris 5 sur les spectacles sportifs, qui m'a amené à effectuer 2 années en tant qu'ATER à l'Université de Lille, en STAPS. Suite à ça, une petite période de creux où j'ai tenté l'auto-entrepreneuriat avec différentes missions dans des domaines liés à la recherche. Ça a duré une petite année. Ensuite, l'Université de Lille m'a rappelé. J'y ai passé 5 ans en tant que contractuel, enseignant contractuel, toujours à la fac des sports. À l'issue de ça, j'ai monté une petite entreprise pour faire du team building qui a duré, elle a tenu pratiquement 3 ans. Mais n'étant pas commercial dans l'âme, il a fallu que j'ai ressenti le besoin à un moment donné de me former. J'ai cherché quelque chose dans le domaine du commercial. Et faisant ces recherches-là, j'ai trouvé une formation du CNAM en conseil et ingénierie des organisations. Ça a été l'occasion de se questionner. Pourquoi ne pas essayer de mieux comprendre les besoins des clients plutôt que de faire du commercial pur et dur ? Et suite à cette formation qui s'est plutôt bien passée, et puisque mon entreprise ne marchait pas si bien que ça, on m'a proposé un poste au CNAM que j'ai accepté et nous voici réunis. Tu peux décrire ton poste actuel au CNAM ? Je peux essayer de décrire mon poste actuel au CNAM. Il s'agit principalement de mettre de l'huile dans les rouages, de faire en sorte que les idées, les bonnes idées, souvent en termes de pédagogie de nos enseignants, puissent rentrer dans le cadre un petit peu complexe des contraintes administratives qui sont les nôtres, et donc mettre en musique un petit peu toutes ces choses par rapport à une partition qui est régie par un ensemble de textes, de lois qui sont parfois opaques. À quoi ça ressemble une journée type pour toi ? Il n'y en a pas. Alors une semaine type ou une semaine type, c'est démarrer la semaine en répondant aux emails du week-end parce que j'essaye de m'imposer une petite hygiène par rapport à laquelle je ne regarde pas mes emails le week-end. C'est pas évident. Mais ça commence, répondre aux emails, reprendre les dossiers en cours, les demandes qui peuvent venir soit en interne d'un point de vue administratif, soit de l'extérieur, puisque le CNAM est déployé un petit peu partout en France, en Navarre et au-delà. Reprendre les dossiers qui n'ont pas été terminés la semaine précédente, répondre à des injonctions tardives de gros tableaux Excel qu'il fallait renvoyer la semaine précédente, mais qu'on n'avait pas, donc auxquels il faut répondre en urgence. Régler tout un tas de petits problèmes qui peuvent se présenter à différents niveaux, que ce soit des problèmes de nos élèves qui ont des difficultés diverses et variées, il y en a tout un tas de sortes. Ça va du financement au suivi des cours, aux inscriptions, à la diplomation. Voilà, on trouve toujours des solutions, mais parfois, faut les chercher. Jusqu'à des choses beaucoup plus stratégiques, entre guillemets. Donc, comment on déploie notre offre de formation, comment on en contrôle la qualité, comment on arrange nos formations en termes de contenu pour répondre aux besoins du marché, ce qui suppose qu'on ait étudié un petit peu les besoins du marché avant. La semaine type, s'il devait y en avoir une, c'est de s'adapter aux différentes missions, aux diverses tâches qui passent. Qu'est-ce que tu adores dans ce poste-là ? Ça, la diversité, la diversité des tâches, des missions, une forte dimension humaine malgré tout, même si c'est beaucoup d'administratif et de bureaucratie, pour le dire sur un ton un petit peu plus négatif. Tout ça fonctionne parce qu'il y a des gens derrière, que ce soit des collègues, BIAT, que ce soit des enseignants ou que ce soit évidemment des auditeurs. C'est trouver un moyen de faire cohabiter tout ce monde-là dans l'univers kafkaïen de l'administration publique. Et ça, c'est assez stimulant, c'est assez gratifiant. Qu'est-ce que tu trouves difficile ?
Encore une fois, la même chose, hein, faut essayer d'innover, de trouver des solutions qui sont pas prévues parce que toutes les situations sont spécifiques, particulières. Et comme on a relativement peu de processus très formalisés, et heureusement, d'une certaine façon, c'est voyager dans les différentes administrations, dans les différentes fonctions support qui sont les nôtres, pour essayer de trouver des solutions avec les gens, parlementer, négocier parfois, tout en gardant à l'esprit que notre but commun à tous, c'est quand même d'arriver à diplômer des auditeurs et si possible de les diplômer tout en faisant en sorte qu'ils gardent un bon souvenir du CNAM. C'est souvent le cas parce que les enseignements sont de qualité, on a des enseignants qui sont appréciés aussi par les auditeurs, donc on y arrive, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi, dans une fonction administrative, d'avoir aussi une fonction d'enseignement? C'est-à-dire que, Oui. En parallèle, tu donnes des cours, tu as déjà donné des cours. Et explique pourquoi est-ce que ça te semble important? Alors c'est important pour moi, parce que c'est des petites bouffées d'oxygène quand même. C'est important aussi parce que j'ai une petite expérience de l'enseignement, donc je suis relativement à l'aise dans les cours que je donne et les élèves le ressentent et donc j'obtiens une certaine reconnaissance aussi à travers ça. Donc ça, c'est pour l'aspect plus personnel. D'un point de vue plus professionnel, c'est important parce que ça permet de maintenir un lien aussi avec notre cœur de métier. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis un petit peu au croisement des chemins entre le monde de l'enseignement et le monde de l'administration. Et comme mon métier, c'est de les concilier, de les faire fonctionner ensemble, c'est bien aussi d'avoir un pied sur le terrain et puis de voir ce que ça donne en situation. Quel est ton prochain poste? Je vais être conseiller en charge de l'innovation pédagogique à partir du mois de septembre prochain. Dans un autre établissement? Dans un autre établissement, une école d'ingénieurs hors de Paris. Donc on change d'univers à tout point de vue. Ça va être des nouveaux défis, des nouvelles missions et sans doute de nouvelles choses à découvrir. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 5 ans? On arrive dans les questions les plus dures. On arrive dans les questions les plus difficiles. Déjà 5 ans aujourd'hui, c'est quand même du long terme. Je sais pas, c'est difficile ça comme question, vraiment. Dans l'idéal, arriver enfin un jour à me pérenniser sur un poste quelconque, si possible celui que je vais prendre bientôt parce que c'est des missions qui sont stimulantes aussi sur l'innovation pédagogique, qui sont sans cesse en renouvellement et donc je suis à peu près certain de ne pas m'y ennuyer. Et c'est important aussi. L'institution en question dans laquelle je vais mettre les pieds à partir de fin août, début septembre, est une belle institution. Donc, s'il y a moyen dans 5 ans d'y être encore, j'en serais très satisfait. Tu rejoins l'Institut Mines Télécom, la partie Oui. Télécom Sud Paris. C'est ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite occuper un poste comme le tien, soit l'actuel, soit le prochain? On a évoqué déjà la partie donner des cours, c'est un plus pour toi? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Il y a cette hygiène à se construire qui dépend de chacun. Après, c'est en fonction de ses affinités personnelles, son énergie, son caractère, etc. Mais essayer quand même de se ménager une certaine hygiène de vie, séparer clairement le travail et puis la vie privée. C'est d'autant plus important quand on est sur des postes de management. Non pas que je m'entende pas avec mes collègues, mais à un moment donné, y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre des décisions. Ça fait pas toujours plaisir aux uns aux autres. Donc, même si on s'entend bien et que ça se passe super bien, qu'on rigole, on va déjeuner ensemble, on prend des cafés, tout se passe bien. À un moment donné, on est dans l'univers du travail, quoi. Donc, faut être capable de garder cette distance-là dans les interactions humaines qu'on peut avoir. Et faut être capable aussi soi-même de garder une certaine distance avec le travail, de prendre du recul, de pas s'énerver, garder la distance, la bonne distance, parce qu'il s'agit pas non plus d'être trop loin, mais garder la bonne distance pour que tout fonctionne du mieux sans que ça nous empêche trop de dormir. Quel livre aimes-tu partager? Partager. Ouais, quel livre tu offres ou tu dis celui-ci, il faut absolument que tu l'aies lu Ça dépend avec qui je parle. Je suis pas un très très gros lecteur. J'ai lu principalement dans mon domaine de recherche, les sciences sociales, et pour mon petit plaisir, puisque là actuellement je prends le train pour venir travailler, donc je lis principalement de la science-fiction. Ça permet de se rapprocher du travail. Tu vois. Ouais, quel livre alors?
Actuellement, je viens de terminer la saga des silos. Mais en science-fiction, si je devais en conseiller, Dune, Frank Herbert, le guide du voyageur galactique, forcément. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre récemment? Fahrenheit 451, je savais plus si c'était 300 ou 400, je te remercie. Ouais, il y en a toute une série. La science-fiction, ça recouvre quand même un spectre assez large, avec des réflexions parfois assez d'actualité, en fin de compte, sur tout ce qui se passe. J'ai été assez soufflé dernièrement par Barjavel. La Nuit des Temps, toute la première partie, il écrit ça en 1941-42. Et toute la première partie, il nous parle des drones, il nous parle de la nourriture lyophilisée, enfin des steaks qui poussent dans des éprouvettes, c'est des smartphones. Il n'appelle pas ça comme ça, mais c'est ça. Et c'est assez bluffant de voir comment des personnes, il y a 60, 70 ans, ont réussi à avoir une anticipation du monde actuel. Ouais, c'est assez remarquable. Et puis, donc sur mes domaines plus académiques, moi j'invite tout le monde à se repencher dans les grands classiques de l'anthropologie, que ce soit du Marcel Mauss en particulier, si on est intéressé aux techniques du corps, on est dans une année olympique, ou aux croyances, aux mythes, etc. Clastres, j'aime beaucoup Clastres, en particulier la société contre l'État, parce que c'est au croisement, en développant des cours de management, puisque j'enseigne actuellement théorie des organisations, sociologie des organisations, on retrouve plein de concepts, de façons de voir les choses, etc., qui ont été traités il y a plus de 100 ans par les sciences sociales et qui sont remises au goût du jour dans d'autres contextes, d'autres éléments, mais on retrouve les mêmes fondamentaux sur l'importance des croyances, l'importance des mythes, comment tout ça met en orchestre toute une organisation sociale qui permet aux choses de tenir debout. C'est toujours intéressant d'aller revisiter ça. Ta chanson préférée? Question difficile. Ma chanson préférée, Gare aux gorilles. D'accord. Un dernier mot? Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.